Bonjour à tous. Bonjour Jean-François, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, oui, ça va bien. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. On s'est croisés dans des séminaires au Québec. On se voit sur LinkedIn, mais on s'était jamais parlé. Donc, voilà, c'est fait aujourd'hui. La glace est cassée, comme on dit. Et je vais te présenter parce que c'est quand même important, je trouve, de présenter ton expertise. Oui, on a le sujet, mais maintenant, quelle est l'expertise? Jean-François, c'est un spécialiste du monde du travail. Il œuvre à renforcer les liens entre le monde académique et la pratique. Il nous invite à revoir nos intuitions, parfois trompeuses sur la nature humaine et les comportements des individus en contexte social. Oh là là, ça promet, hein? Mhm. La nature humaine, oui. Enseignement au HEC de Montréal et consultant en développement organisationnel, il soutient les organisations qui désirent améliorer la qualité du climat de travail et la mobilisation de leur équipe. Il prend régulièrement la parole sur ces débats, soit par des conférences au Canada, en Europe, dans les médias ou par des articles publiés dans des revues de son domaine. Il est également le co-auteur du livre Le sentiment d'injustice en entreprise, que je vous présente ici, que j'ai adoré, qui est paru à l'automne 2021. Donc, toi, pendant la pandémie, tu écrivais. Hein? Oui, vraiment, c'est un peu ça. Ça fait longtemps que je l'écrivais, mais dans la pandémie, ça a fait OK, là, je le fais, là, parce Là, c'est le qu'il faut moment, commencer, là. mais c'est comme pour nos étudiants, à un moment donné, il faut que tu t'isoles puis tu avances. Ça a permis ça, ouais. Oui, c'est ça. J'ai adoré ce livre. Vous pouvez voir tous mes petits. Je l'ai lu une fois, je l'ai relu une autre fois. Il est merveilleux parce qu'il est très concis, très précis et solide dans ses références scientifiques aussi. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Jean-François, comment ça, ça va bien, oui. On parle de justice, injustice. Puis là, le mot justice, qu'est-ce que c'est pour toi? Quand tu en parles, Ouais. ouais. Ben, c'est sûr que moi, quand j'en parle, c'est un peu justement ce qu'on fait au départ dans le livre, on dit le mot justice, il est souvent kidnappé par le judiciaire, là, c'est-à-dire qu'on pense justice, on pense tribunaux. Puis c'est pas complètement faux, puis je crois beaucoup aux tribunaux, puis au droit, puis tout ce que ça fait, mais c'est de dire qu'on oublie toutes les autres parties. Puis moi, l'image que j'aime bien donner, c'est les paradis fiscaux. On dit aux Ouais. gens, c'est injuste, puis ils nous répondent, non, non, c'est légal, comme si c'était juste parce que c'est légal. Et là, on pourrait travailler pour que le droit rende ça illégal, ce serait une autre discussion, mais de dire, ouais, mais ça peut être profondément injuste, même si c'est légal. Et Mhm. le mindset autour du juste légal, il est correct, il est utile, mais on ne peut pas avoir une société ou une entreprise juste avec une réflexion qui est uniquement sur ce qui est légal ou, entre guillemets, j'ai le droit. C'est un peu la blague de Oui, j'ai le droit, tu sais. Et donc, oui. pour moi, la justice, c'est beaucoup autour du sentiment, de la perception de je vis une injustice. Et là, les avocats, puis là, je taquine parce qu'il y en a dans la salle aussi, souvent vont répondre oui, mais c'est des sentiments. Tu sais. On n'est Oui. pas dans le rationnel. Puis non, mais c'est sur des émotions ou des sentiments que les gens prennent des vraies décisions et des vraies actions. Tu sais. Donc, il faut s'intéresser à ce sentiment-là parce que, par exemple, si je prends les paradis fiscaux, on s'entend que c'est plus ou moins juste, mais imaginons que c'était objectivement juste. Si les gens ressentent une injustice par rapport à ça, il y aura des conséquences sur la fraude nous-mêmes qu'on fera sur nos impôts, ou etc. Donc, ce sentiment-là, il y a des impacts réels dans la vraie vie des collectifs. Moi, je m'intéresse aux entreprises plus parce que je suis dans l'univers de la gestion, de Mhm, HEC. mhm. Au fond, c'est tout collectif humain qui doit collaborer ensemble, là. Le modèle est utilisable dans tout collectif. Ouais. Puis tu sais, tu nous parles des paradis fiscaux, mais on sait que c'est légal, puis que oui, c'est légal, donc c'est juste, mais c'est pas si juste que ça, parce que c'est choquant pour la population qui apprend que des riches cachent Ouais. l'argent, ne payent pas leur juste part d'impôts, alors que la Ouais. classe moyenne, elle paye beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts, puis tout ça. Là, Ouais. on trouve pas ça juste, puis ça peut même entraîner l'amertume, puis des gens qui cachent l'argent ou vont faire de l'argent au noir, parce que, Ouais, c'est ben, clair. pourquoi pas? Ben, c'est justement, c'est de rétablir l'équilibre. Puis Oui. évidemment, moi, je considère que c'est profondément injuste. C'est un peu détourner les règles du jeu, les paradis fiscaux. Mais les conséquences sont énormes. Puis moi, je vais faire des liens aussi grands que euh, les paradis fiscaux diminuent la confiance en les élites, les Mm. dirigeants.
quand les dirigeants nous disent après ça de prendre telle action ou d'aller nous faire vacciner, bien, des fois, les gens vont dire ils sont contre les vaccins, ils ne sont pas contre les vaccins. Ils ne croient pas ce que les élites disent parce que les élites, en général, sont injustes et les élites ont des intérêts. Et donc, des fois, il y a des sujets qui sont très, très loin. Mais quand on pense à l'injustice, par exemple, on sait que les grandes inégalités, ils augmentent la criminalité. Là. Si vous regardez les États américains ou les pays, plus il y a d'inégalités, plus il y a d'injustice, plus il y a de criminalité parce que les gens se font justice. C'est un peu ça, là. Oui. Puis, tu sais, s'il y a des avocats qui disent, ouais, mais c'est pas rationnel. Là, il y a une partie dans ton livre qui est tellement intéressante. Mais l'être humain, il n'est pas rationnel. Là, j'aimerais ça que tu me parles de l'homo economicus, cette théorie, puis comment, quelque part, ben toi, tu dis non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Ben, l'homo economicus, même si vous ne savez pas trop ce que c'est, ça guide beaucoup de nos vies parce que c'est comme le modèle de base auquel tous les gens en gestion sont formés. Peut-être qu'ils ne nomment pas puis ils ne le savent pas. Mais ça part d'un principe que l'être humain est rationnel. Tu sais? Puis c'est à peu près ça. Puis il faut penser que ceux qui ont inventé le management ou la gestion, c'est des ingénieurs, c'est des économistes, c'est des comptables. Donc, l'être humain est rationnel. Par exemple, quand on fait de la gestion du changement, on se dit si les gens comprennent puis voient les bénéfices du changement, ils vont embarquer. Finalement, c'est plus compliqué que ça. C'est pas juste un business case avec un fichier Excel, des pour et des contre. Là. Il y a des émotions là-dedans. Et donc, le mot economicus, c'est l'idée que l'être humain est en mode what's in it for me, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour moi, puis il est toujours dans ce mode-là. Et ce que les études nous montrent, c'est que c'est pas ça. Le danger, par contre, c'est que ça devient ça si je te traite comme ça. En gros, si je bâtis une relation purement transactionnelle avec des gens, je leur dis, hey, tu as passé sur mon terrain, tu me dois 2 puis là, on est vraiment comme ça. Bien, moi aussi, de base, je vais me mettre à te charger 2 si tu passes sur mon terrain. Donc, on sera purement dans le transactionnel, ce qui fait des sociétés ou des relations superficielles. Ça coûte cher aussi à gérer parce que justement, on va faire un contrat pour tout. Tandis que dans des sociétés où il y a un climat social beaucoup plus fort, plus relationnel, bien là, l'échange social est fluide. Il y a beaucoup plus, comme quand on est avec des amis, c'est plus fluide. C'est moins compliqué de faire avancer les décisions. Le danger, c'est que l'homo economicus, il y en a des gens qui sont comme ça. Mais si on lit la définition, c'est quasiment limite psychopathe. Là. C'est quel est mon intérêt? Si je n'ai pas un intérêt, je ne le fais pas. Puis dire, la gestion est montée sur sans le savoir, mais sur ces modèles-là. Puis au fond, on dit, ben, l'être humain, il est pas mal plus irrationnel que ça. Puis irrationnel ne veut pas dire irrationnel dans le sens moins intelligent. Irrationnel veut dire il n'est pas toujours en train de calculer tout. Ça me donne quelque chose. Parce que si on calcule tout, il n'y a absolument aucune raison d'ouvrir la porte à une dame qu'on ne connaît pas. L'altruisme n'existerait pas. Ça serait, parce que c'est inutile d'aider quelqu'un que je ne reverrai jamais. Puis pourtant, dans la vie, la banalité du bien nous montre qu'on pose plein de gestes pour aider des gens sans rien attendre en retour. Parce que dans cette théorie-là, l'être humain est vu comme quelqu'un d'égoïste qui ne veut que pour son propre intérêt, puis qui ne vit pas dans une société, puis qui n'est pas en interaction. Mais ce n'est pas ça la vraie vie. Il est en pleine interaction. Puis là, tu nommais quelqu'un qui a gagné un prix Nobel d'économie dans ton livre, ce monsieur-là. Je pense qu'il a prouvé que l'être humain était... c'est un prix Nobel, oui, c'est quelqu'un qui a gagné un prix. Bien, il y en a plusieurs que je cite dans le livre, mais oui, c'est Richard Kahneman de mémoire. Puis lui, il a gagné un prix pour dire que l'humain est irrationnel, finalement. Et il montre par ses théories que Daniel Kahneman, c'est-à-dire que l'humain est irrationnel. Et dans le fond, il le démontre parce que si je vous dis, l'être humain, au fond, devrait toujours se poser la question « What's in it for me? » Qu'est-ce qui est bon pour moi? Puis il devrait tout guider ses décisions par « Est-ce que c'est bon pour moi? » En anglais, ce serait le greed, là, je sais pas, c'est la cupidité. Bien, ça, c'est Adam Smith qui dit ça. Puis Adam Smith, c'est le père fondateur de l'économie. Là. Tu sais, nos étudiants, ils apprennent tous Adam Smith. Par contre, si on lit Adam Smith comme il faut, il dit ça dans un contexte très précis. Puis je ne suis pas sûr qu'il pense ça s'il est avec nous aujourd'hui, mais les gens, ils l'ont cité hors contexte, puis ils ont pris sa phrase. Lui, il expliquait un scénario, puis c'est pas complètement fou, mais les gens ont pris ça, puis ont dit, tu vois, l'économie, c'est... On va maximiser le bien-être collectif si tout le monde pense juste à eux autres. C'est un peu ça le modèle sur lequel on fonde nos entreprises. Ce qui fait que, c'est pas juste, mais c'est légal, ça part un peu de là. Tu sais. C'est ça. Il y avait Richard Thaler aussi, économiste. Richard Thaler, spécialiste de la finance comportementale, qui a remporté un prix en 2017. Puis lui, sa conclusion, c'est que l'être humain est irrationnel et émotif. Pas de mauvaise nouvelle. Non, c'est ça. Puis parfois, moi, je vais comme challenger, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est irrationnel,
mais il est irrationnel d'un point de vue égoïste. OK? Par contre, il y a plein de choses qu'on fait qui sont irrationnelles, mais qui sont très rationnelles si on analyse la société au plan collectif. C'est-à-dire, c'est pas moi qu'il faut qu'il survive, c'est le groupe, c'est la tribu, c'est la gang, c'est l'entreprise. Et donc, d'aider quelqu'un, ça me donne rien. Mais si personne ne s'aide mutuellement, on va tous mourir, entre guillemets, si on était une tribu. Fait que le collectif en souffre. Donc, c'est rationnel d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour si on le fait tous. Mais si on analyse dans un duel à un contre un, on dit ben, pourquoi il fait ça, ça lui sert à rien. Mais pourtant, la plupart des gens sont comme ça. Malheureusement, plus on étudie en business ou plus on étudie en économie, plus les gens adoptent la vision pessimiste, selon moi, de la nature humaine, qui va guider plein d'actions. Après ça, on tombe dans la surveillance, on tombe dans le contrôle. Tous des mécanismes qui, des fois, diminuent l'empowerment dans les sociétés ou les entreprises. Oui. Puis quand un être humain sent qu'il y a de l'injustice au travail, qui sent qu'il est maltraité ou qu'il n'est pas bien traité, puis là, on ne parle pas de l'égalité, là. On ne parle pas que la convention collective est respectée, on ne parle pas de tout ça. Là. On parle que lui, il a un sentiment d'injustice. Ouais. Puis là, il pourrait avoir puis là, ça peut être sur n'importe quoi, hein, des promotions, des voyages, de la formation, ça peut être sur plein de sujets. Le café qui est plus offert gratuitement aux employés, ça peut être sur plein de choses qu'un sentiment d'injustice qui va survenir. Il fait quoi, ce sentiment d'injustice-là? C'est quoi les conséquences pour une organisation? Ben, il y a des conséquences sur l'individu lui-même. C'est pas bon pour la santé. C'est très mauvais pour la santé, avoir un sentiment d'injustice. Ça amène de l'insomnie, des problèmes de santé. Il ne faut pas paniquer, mais il y a plus de chances qu'on fasse une crise cardiaque si on a un sentiment d'injustice parce que c'est lourd à porter. Je pense, là, imaginez que vous avez affaire à, je prends vraiment au hasard, là, mais Revenu Québec. Puis je ne peux pas parler contre Revenu Québec, je ne veux pas qu'ils viennent chez moi. Mais Revenu Québec, imaginons que vous avez un dossier sur lequel vous pensez avoir raison, puis on vous réclame de l'argent. Vous dites non, je suis en règle. Là. Et là, vous tombez sur un inspecteur qui lui, veut son bonus, imaginons. Et là, vous allez souffrir. Là. Puis là, vous allez dire, c'est même pas le montant de 1 000 $ qui me dérange, c'est une question de principe, puis ça m'écoeure. On va dire ça m'écoeure. Pourquoi? Parce que ça fait appel, hein, le sentiment d'injustice fait appel dans le cerveau au dégoût. Tu vois, on pense à la colère. Ouais. I am disgusted. Je suis dégoûté, ça m'écoeure. Donc, c'est ça que les gens vont amener. Et donc, ça, c'est un sentiment très, très fort. Ensuite, pour l'entreprise, les conséquences, je dirais que quand c'est de l'injustice un peu plus matérielle, les gens vont vouloir rétablir l'équilibre. Puis, ils vont le faire un peu en disant, si lui a accès à ça, puis moi, je n'y ai pas accès, dans ma tête, ça vaut 20 $. Quand même que je volerais une agrafeuse, ça revient au même. Donc, les gens vont justifier, vont étirer l'élastique moral pour rétablir l'équilibre. Si c'est des injustices profondes, la façon dont tu m'as parlé, la façon dont tu m'as annoncé, par exemple, que je n'avais pas la promotion, là, on n'est plus uniquement dans le rétablissement de l'équilibre ou le remboursement, on est aussi dans la revanche. Et là, en entreprise, la revanche, des fois, c'est subtil parce que ce n'est pas des gens qui vont prendre des bâtons de baseball et frapper sur nos machines pour les saboter parce qu'ils perdraient leur emploi. Mais on sait dans les recherches que c'est relié au non-partage d'informations. Je fais exprès de ne pas te partager une info, donc moins d'innovation, moins de collaboration avec l'organisation, nuire à la réputation de l'organisation. Les gens disent, tiens, tu vas le payer le prix avec intérêt. J'ai des bonnes idées, mais je ne te les donnerai pas. Oui, c'est ça. C'est vraiment puis, ça. Puis je m'en vais au travail, mais je ne suis pas motivée, puis je fais du présentéisme qu'on appelle. Hein? Oui, parce que le présentéisme, c'est une façon silencieuse de se venger en disant je ne fais rien, je suis là, il me paye. Il y a une justice en ce bas monde. Parce qu'imagine si je travaillais fort pour quelqu'un qui ne me traite pas avec justice, à la limite, c'est quoi le message que j'envoie? Je récompense son comportement. Donc, il faut que je me fasse un devoir de ne pas collaborer. Puis même, je pourrais être frustré de mon collègue qui continue, lui, à collaborer en disant pourquoi tu aides cette entreprise-là? Puis qu'on soit pour ou contre les syndicats, moi, je trouve qu'ils ont une bonne fonction, mais ils sont souvent nés d'un sentiment d'injustice. Là, les gens disent là, il faut faire quelque chose, on est impuissant, on n'est pas écouté. Donc, trouvons une force représentative pour nous défendre parce que c'est pas juste. C'est souvent ça la naissance des syndicats. Oui. Puis le sentiment de justice, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Hein? Tu parles là, des recherches qui ont prouvé qu'à partir de 17 mois, les enfants veulent la justice, puis ils réclament. C'est quelque chose qui est profondément instinctuel dans notre ADN, dans notre volonté, dans vivre dans une tribu. Oui, c'est correct, mais il faut que ça soit juste, puis les règles soient justes. C'est comme super important. On pourrait penser à un ordinateur, tu l'achètes, ça c'est l'humain,
puis il vient déjà avec le logiciel justice, puis il est préinstallé, puis il roule tout le temps en background. Il est tout le temps là. Et donc, oui, à 17 mois, les enfants, ils ne savent pas le mot justice nécessairement à 17 mois, mais ils voient des injustices, puis ils réagissent fortement. Quand ils passent, de mémoire, 3 ans, ils réagissent aussi aux injustices des autres. Parce qu'au début, on n'a pas le concept des autres. Puis après un certain âge, je dis, hey, ben voyons, mais c'est pas juste, lui, il y en a eu moins. Donc, avec le temps. Donc, mais ils n'ont pas appris. Il n'y a pas des parents à 17 mois qui t'ont enseigné qu'est-ce que c'est être juste, être égal, être équitable, mais ils réagissent fortement. Comme quoi, c'est très ancré en nous. C'est dans notre programmation génétique. Ah oui. Moi, j'ai des enfants, puis des fois, ils disaient, ah ben, c'était une blague, je vais appeler la DPJ. Ben oui, appelle-la la DPJ. Ouais. Là, non, mais tu sais, les enfants hey, tu vas te repèrent coucher à telle très heure. Oui, facilement. oui, mais. Ah, ils négocient, les enfants. Moi, j'en ai 2, Ah puis je oui. dis toujours que quand ils reçoivent un cadeau, ils ne décident pas s'ils l'aiment tant qu'ils n'ont pas vu le cadeau que l'autre a reçu à côté. Ben, c'est ça. C'est parce que je ne sais pas si mon cadeau est juste tant que je n'ai pas vu ce que ma sœur a eu. Là, je peux dire, ben voyons, c'est pas juste tout est relatif en justice. Là, oui, ben c'est ça. Là, ça nous amène à parler parce que la justice, tu dis, ben, c'est important de la mesurer dans les organisations. Ben, ça peut être intéressant d'avoir des indicateurs. J'imagine que dans ton travail, tu as des questionnaires pour mesurer la justice, puis le sentiment de justice, puis d'injustice, puis tout ça. Là, on comprend que le sentiment d'injustice, ça fait mal à une organisation. C'est vraiment, ça fait mal à l'individu, mais ça fait mal à l'organisation. Puis, tu dis, après ça, dans la vision de ce que j'ai lu dans le livre, que j'en comprends, c'est qu'il y a 3 types de justice. Puis là, on l'a décortiqué. Puis ça, c'est ça que j'aimerais ça qu'on regarde avec toi. Premièrement, ben, il y a 3 types, la justice distributive, la justice procédurale, puis la justice relationnelle. Et qu'on on va pas tout dire ce qui est dans le livre, c'est pas un cours universitaire, mais si tu peux dire globalement, c'est quoi la justice distributive? Mettons, si vous avez les avocats dans la salle, là, on pourrait prendre le modèle du droit. Ben, la justice distributive, c'est est-ce que la bonne décision est rendue, puis est-ce que la sanction est appropriée par rapport à la faute, mettons. Ça, c'est la sanction. Après, le processus, c'est indépendamment de la sanction ou de la récompense, tout ça, ben, est-ce que le processus qui a mené à ça a été respecté? J'ai-tu pouvoir être entendu? J'ai-tu pu choisir mon avocat, par exemple? J'ai-tu pu pouvoir être représenté? Est-ce que l'autorité qui a décidé, elle est légitime? T'sais? Et ensuite de ça, il y a la façon dont j'ai été traité dans le processus sur le plan humain. Est-ce que j'ai été traité avec respect et dignité? Par exemple, je pense à des médiateurs ou des anciens juges avec qui j'ai travaillé. Ils me disaient, comme juge, quand je rends une décision, je dois rendre la juste décision. Puis là, c'est en suivant la jurisprudence ou tout ça, en suivant les courants. La jurisprudence, c'est un peu ça, c'est de dire, pourquoi j'ai eu 2 ans de prison si l'autre a eu 6 mois pour la même chose? Hein? Et on va dire, le processus, lui, est juste. J'explique le rationnel derrière la décision et aussi le respect que je témoigne à l'accusé ou peu importe qui je rencontre. Et je pense à un ami, Éric Battistoni, que je salue s'il écoute, il disait, moi, des fois, je prends la peine de dire à la dame, je ne peux pas vous donner raison, mais je vous comprends d'être frustré. Mais vous êtes hors délai, donc même si je vous laissais passer, vous allez être pris au tribunal supérieur, puis ça va être renversé la décision, fait que je ne vais pas vous rendre service. Je comprends votre frustration. Et la personne quitte déçue, mais elle ne quitte pas frustrée, avec un profond sentiment d'injustice. Elle quitte en disant fair enough. C'est triste, mais fair enough. C'est ça qu'on veut générer. Donc, en entreprise, c'est la même affaire. Est-ce que les décisions sont justes? Oui, dans l'entreprise, quand on parle de justice distributive, ça peut être, par exemple, les salaires, les projets qu'on donne, les promotions, ces trucs-là qu'on peut donner ou pas. C'est souvent des ressources matérielles, mais ça peut être, oui. De l'attention. Ça peut être de l'attention, de la reconnaissance. Les bureaux, là, ça va être les retours au bureau après le télétravail. Beaucoup de gens pensent à ça va-tu motiver les gens, ça va-tu inciter ou non à la collaboration. Tout ça, c'est vrai. Mais avoir la lunette de justice, c'est, attends un peu, il y en a qui vont se faire dire, toi, il faut que tu reviennes, moi, pourquoi faut que lui revienne? Ça dépend pour quel boss tu travailles. On revient, lui, il s'approprie tel bureau parce que c'était son bureau avant. Ouais, mais là, c'est plus ça, là. On a changé les modes de fonctionnement. Donc, plein de sentiments d'injustice à prévoir. Parce que les gens se comparent. Oui, tout le temps. Et puis, ça, c'est quelque chose que souvent, les gens se choquent après moi. Ils disent, là, il ne faut pas se comparer tout le temps, ça ne fait plus de sens, ton affaire. Mais c'est la nature humaine profonde de se comparer. Fait qu'on a le choix de vivre avec puis d'accepter que ça va être comme ça. Ou, comme je dis toujours, envoyer les gens au Népal 6 mois, faire un séminaire bouddhiste pour qu'ils se détachent de la comparaison.
Mais ça, d'après moi, c'est pas dans les plans de votre Non, entreprise. ça va coûter cher, ça va coûter C'est ça. cher. Parce Fait que que quand je sais que l'autre, il a plus que moi, ouais, ben, je ne vais pas trouver ça juste. Mais moi, si j'ai plus que lui, ouais. ben là, c'est moins pire. Ouais, c'est vraiment comme ça, c'est pas bien fait. L'humain, il y a une asymétrie là-dessus. C'est parce que quand, d'un, les salaires, il ne faut pas qu'ils soient égaux, là. C'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que je reçois et ce que j'ai donné. Fait que si moi, je me dis, ben oui, mais lui est payé plus que moi, mais on s'entend qu'il est ailleurs, il a beaucoup plus d'expérience que moi, puis tout ça, ça se justifie. Par contre, s'il n'y avait pas de bonnes raisons, puis là, les raisons, tout le monde a les siennes. Ah oui, il est vieux, là, mais il fait longtemps qu'il est là, mais il fait moins de ventes que moi, tu sais. Donc, ça va créer Ouais. une injustice. Ce qu'on sait, c'est que les gens font cette comparaison-là, mais du côté positif, par contre, quand on est trop bien traité, les gens rationalisent là, assez vite. Puis là, ils nous disent ouais, c'est vrai que je suis peut-être trop payé, mais en même temps, j'ai été là pendant longtemps, puis dans des années difficiles, moi, j'étais là pour l'entreprise. Fait que c'est normal qu'ils me payent plus. Puis c'est pas toujours faux, mais souvent, les gens, ils vont pas dire ouais, c'est vrai que je suis un petit peu trop bien traité. Il y a personne qui dit ça. Assez vite, on se replace, là, tu sais. Oui, 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 c'est correct. On trouve des raisons pourquoi on est payé plus que l'autre, là, même Ouais. si c'est pas juste. Fait que dans la justice distributive, on voit ça beaucoup, cette idée de comparaison. Puis dans la justice procédurale, j'en reviens un peu parce que tu as parlé vite. Puis là, ce qui est important, dans le fond, c'est la façon dont les décisions vont être prises. Ouais, donc, je dirais que la clé ici, c'est la légitimité. C'est peu importe la décision qui est prise, est-ce que les instances, ça peut être un boss, le tribunal, ça peut être dans la vie, ça peut être le gouvernement, mais est-ce qu'il y a la légitimité pour prendre la décision? Une décision légitime, c'est les partis ont été entendus, les partis ont pu avoir des options, au moins on leur a proposé des alternatives. Le processus est impartial, comme l'arbitre au hockey. C'est un bon exemple d'asymétrie. C'est rare qu'on parle de l'arbitre en disant quelle belle soirée, il a été juste. Ouais. S'il a été juste, on n'en parle pas. C'est parce que c'est comme la condition qu'on attend. C'est une attente normale, la justice, puis quand elle n'est pas là, c'est une violation des attentes. Et là, on dit, ben voyons, comment ça, c'est pas juste. On s'attend à ce que ça soit juste. Puis là, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, la justice procédurale en entreprise, un bon exemple, ce serait le processus de promotion. J'ai pas eu la promotion, j'étais en compétition contre Céline. Je dis à mes amis, hey, il me semble que ça aurait dû être moi. Je dis, ben là, il y avait un comité de sélection, vous avez eu accès au même test, à la même information. Peut-être, là, mais à la ligne d'arrivée, ça aurait pu être un ou l'autre, d'après moi. Par contre, si moi, je passe l'entrevue, puis j'apprends qu'ils m'ont posé la question qui tue, puis à toi, ils ne te l'ont pas posée, ben oui, mais c'est sûr que je me suis planté. Moi, ils m'ont demandé de nommer les 27 capitales de l'Europe de l'Est. Toi, ils ne te l'ont pas demandé. Donc là, on dirait, ben, c'est pas juste. T'sais. Donc, le Oui. processus, lui, doit être fair, doit être juste. Impartial, Ouais, impartial, hein, le même pour tous. ouais, c'est Donc, l'absence de jeux politiques pour moi. Les jeux politiques en entreprise, c'est l'antithèse pour moi de la justice procédurale. C'est pas la meilleure idée qui gagne, c'est pas le mérite qui gagne, c'est celui qui a mieux fait jouer ses cartes. Pour moi, c'est un ouais. exemple de, puis on le sait là, dans une étude notamment d'un collègue à HEC, que c'est corrélé au sentiment d'injustice, les jeux politiques. Les gens veulent parler, ils veulent aussi avoir la possibilité, hein, tu dis, ils veulent être entendus dans la justice procédurale. C'est important. Je pense que les mécanismes d'auto-évaluation où la personne remplit son évaluation, puis avoir rencontré son patron, puis ben voici pourquoi je devrais avoir ci ou avoir ça. Elle Mm-hmm. peut s'exprimer, puis la possibilité de dire, ça, c'est important, ça. Oui. Puis, indépendamment de la décision finale, c'est pas très Ouais, rationnel. On pourrait dire, mais oui, les gens disent au moins j'y ai dit. On a besoin, d'ailleurs, en médiation, ça sert à ça, la médiation indirectement. Je suis dans le tribunal, tout ça, mais il fallait que je dise en pleine face que ça m'écoeure. Puis peut-être qu'après ça, j'ai plus besoin d'aller au tribunal, on va s'entendre. Mais pourquoi je n'étais pas prêt à régler? C'est parce qu'il fallait que je le dise. C'est le ouais. sentiment d'injustice, c'est pas juste la décision juste. Oui. Bien, souvent, je vois ça en médiation. Je fais des conflits au travail où les gens, mais c'est important qu'ils puissent s'expliquer, Ouais. puis entendre aussi. Puis des fois, les procédures dans les organisations ne sont pas toujours claires. Des fois, elles ne sont même pas divulguées. On t'a donné la promotion, mais on ne dit pas pourquoi, ou pourquoi un a eu ça, puis l'autre n'a pas eu. Ben, dans le livre, je donne l'exemple. Imaginez que vous allez voir votre patron, il s'ouvre les yeux et il dit sais-tu quoi, cette année, je n'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé, 5 sur 5. Là, t'es content, tu as eu 5 sur 5 Ben dans ton oui, évaluation. Le problème, c'est que l'an prochain, tu ne sais pas comment faire pour obtenir 5 sur 5. Fait que tu es nerveux. Pourquoi la justice du processus est importante? C'est que ça réduit l'incertitude. Je me dis,
Si l'an prochain, je vais avoir 5, je comprends le processus, je comprends comment ils décident, je comprends les critères. Donc, je sais comment m'en sortir. Puis je pense aux tribunaux, bien, si ça dépend par hasard sur quel juge on tombe, ce juge-là, lui, est très sévère avec les syndicats, puis l'autre juge à côté, lui, il laisse tout passer. Bien, entendez-vous, là, mais on peut avoir des règles claires du jeu en société? Comme si on joue au Monopoly. Si on joue au Monopoly, là, moi, j'aime bien inventer des règles pendant le jeu, mais c'est pas très juste. Tu sais. Ça fait des chicanes dans les parties de Noël parce que j'essaie de vendre des assurances privées sur des terrains. Puis ça, il dit, c'est pas dans les règlements. Fait que là, on débat, puis on dit, mais c'est le fun de jouer comme ça, mais il faudrait le mettre dans les règlements puis s'entendre avant le début du jeu. Parce que là, avoir su, moi, je l'aurais fait avant, vendre ça sur mon terrain. Et donc là, raison. C'est pas grave, c'est juste du Monopoly. C'est la même affaire. C'est drôle que tu donnes cet exemple de Monopoly parce que nous, à toutes les Noëls, on joue une partie de Monopoly. J'ai mon conjoint puis j'ai mes enfants. Mais mes enfants prennent pour moi. Ils ne veulent pas leur vendre des terrains à lui, mais ils veulent les vendre à moi puis moins cher. À une fois, il était tellement choqué, là. Il arrêtait de jouer. Non, mais les parties de Noël sont souvent brisées par les matchs de Monopoly parce que les familles ne jouent pas selon les mêmes règles. Il y a des gens qui arrivent de la belle famille qui ont d'autres façons de jouer. Donc, il faudrait s'entendre au début sur les règles. Au moins, c'est juste un jeu. Sauf que quand c'est pour avoir une promotion, puis là, on apprend que Céline a eu la promotion. Puis je dis, pourquoi pas moi? Le poste n'était même pas affiché. Quelqu'un a dit, je ne savais pas que ça t'intéresserait. Ben, il aurait fallu que ça soit affiché ou je ne sais pas. Là. Ah, ben, excuse-moi. Ben, c'est pas grave, arrête de te plaindre, tu as déjà chanceux d'avoir un emploi. Ben là, ce serait un goût amer. Là, non, là, ça n'a pas de bon sens. Puis la justice relationnelle, moi, je retiens des mots comme le respect de l'être humain, la dignité, la civilité. Oui, c'est la façon humaine dont tu le fais. C'est pas. Je donne dans le livre l'exemple des Canadiens, puis je suis un grand fan de hockey, mais de l'organisation, ça m'avait choqué. Je l'écris dans le livre. Ils s'étaient mis à nous charger, nous, qui avons des billets de saison et qui payons cher. On est des fans loyaux. Je pense qu'ils abusent un peu de notre loyauté. Ils savent qu'on les aime. Et donc là, pour les billets de saison, pour les imprimer, ils s'étaient mis à charger des centaines de dollars de plus qu'avant, mais pour dire si tu veux tes billets en papier. Puis là, on dit, hey, c'est abusif, les frais. Surtout après une mauvaise saison, on a décidé de rester quand même. Tu sais. Et là, on est frustré, mais l'insulte à l'injure, c'est quand ils nous disent « Ah, c'est pour l'environnement qu'on fait ça ». Là, prenez-nous pas pour des cons. Imprimez ça d'épais de billets, là. Vous gênez pas pour tout le papier qu'on jette à chaque soir, des papiers de hot dog, des papiers de... C'est rien, des billets. Fait que de nous dire que vous faites ça pour l'environnement, pouce, mais pouce égal. Puis souvent, les politiciens, c'est ça qui fait que les gens n'en peuvent plus. Au Québec, on n'est pas si mal. Les gens font confiance relativement. Mais dans certaines sociétés, c'est parce qu'on a l'impression qu'on nous prend pour des cons. Puis ça, cette partie-là, quand le patron fait un discours, puis on a l'impression que c'est déconnecté de la réalité, ou les gens prennent crédit d'une idée que j'ai eue, ben, là, les gens, tu ne me traites pas avec dignité, ça fait mal, comme des licenciements. C'est pas le licenciement. Le licenciement, je suis triste d'être licencié, mais la façon cavalière dont c'est fait, on pense à des films où sors avec ta boîte, tu as 15 minutes pour sortir, ben, les gens disent c'est pas digne, là. Tu peux pas faire ça. C'est pas faire c'est énorme. J'aimerais ça que tu parles de l'exemple de Airbnb, comment ils ont annoncé à leurs employés à cause de la pandémie, puis tout ça, comment ils ont fait ça, puis comment c'est le bon exemple, finalement. Oui, ben, tu sais, j'ai pas tout le détail de tout ce qu'ils ont fait, mais c'est qu'il y avait une lettre du PDG d'Airbnb, puis c'était très senti, puis on dirait que c'est dur à faker, ça, tu sais, puis il écrivait vraiment à ces gens comme quoi c'est la pandémie, c'est pas évident, il avait tout expliqué les décisions, toutes les alternatives qu'il avait essayées, puis il en avait utilisé quelques-unes, mais qu'à la fin, il y a certaines personnes qui devaient laisser partir, puis je suis fier de ce que vous avez accompli. Puis les gens disaient, j'ai plus de job. Mais on était au début de la pandémie, là. Oui. Puis là, on comprend Airbnb que ça ne roulait plus. Les gens étaient comme fiers d'avoir participé à cette aventure-là. Puis j'avais en tête l'autre exemple à côté, dans la même période, où une entreprise avait tout booké un Zoom, comme on fait maintenant, et c'était une voix préenregistrée qui disait « Sorry, we have to let you go ». Puis là, les gens sont restés dans la salle, puis ils disaient « On vient de perdre notre job? » Hey. Ah, oui. Et là, les gens ont un goût profondément amer. Et on peut dire, oui, mais ils ne sont plus là, ils ne sont plus dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça change? Bien, ça change que ceux qui sont encore là vont faire de la revanche préventive. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à dire, le jour que ça m'arrive, je ne me ferai pas prendre les culottes baissées, j'aurais déjà commencé à tricher, moi. Fait que je vais rétablir l'équilibre d'avance. C'est ça qui se passe. D'avance. Il ne l'a même pas subi. Donc, c'est pour dire à quel point l'être humain est sensible aux injustices qu'il voit. Puis à la maltraitance, je vais le mettre en parenthèse, là, à la maltraitance des managers
Ça passe pas. Ça passe pas. La maltraitance, moi, je ne veux pas blâmer les managers parce qu'eux-mêmes, des fois, sont dans des structures d'entreprise qui ne leur laissent pas la chance d'être justes. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il y a 1 mois à peu près, et ça disait que les gestionnaires, lorsqu'ils voyaient que leurs employés étaient traités avec injustice par l'organisation, jouaient à Robin des Bois et essayaient de compenser pour ça. Fait que, par exemple, là, vous n'êtes pas bien traité, vous n'ont pas. Ben, prends donc ton vendredi de congé, puis ils le font en disant et tout ce qu'ils vous font subir, je le prends sur moi, puis on va le cacher à l'organisation. Ça pourrait être une décision correcte. En guillemets, on va le faire en cachette. Je suis ton bord. Ils essaient de tempérer les injustices. Mais souvent aussi, ils ont beaucoup de gens sous leur responsabilité, ils sont occupés, fait qu'ils ne montrent pas d'appréciation. J'ai une idée exceptionnelle, il n'y a pas un chat qui me dit merci. Bien, ça, c'est des sentiments de j'ai tout fait ça, ils sont allés présenter au congrès, puis il n'y a personne qui a dit que ça vient de moi. C'est pas grave, mais j'aurais apprécié qu'ils me le disent ou qu'ils me disent ça te dérange plus, on n'ira pas dans les détails, mais ça vient me chercher. C'est ça que les gens disent. Ben, tu sais quoi, moi, comme je te disais, je suis médiatrice, puis ça m'arrive d'intervenir dans des conflits au travail. Puis, sincèrement, dans beaucoup de situations, j'interviens parce qu'il y a eu des maladresses relationnelles, du non-respect, à tort ou à raison. Écoute, je peux me sentir pas respectée. Toi, tu penses que tu m'as respectée, mais moi, je me suis pas sentie respectée, peu importe. Puis, tu sais, ce genre de truc-là, de l'incivilité, où les gens ne se sentent pas traités avec dignité, donc ils vont faire des plaintes, puis ça peut monter très haut. Donc, moi, comme médiatrice, je trouve on intervient, puis il y a d'autres médiateurs là, qui nous écoutent. Je trouve qu'on intervient souvent dans l'aspect de la justice relationnelle. Oui, c'est clair. Puis c'est ce qui fait exploser les situations. Tu sais, je pense, je reviens aux syndicats. Les syndicats, je reviens au rationnel. Ils croient que ça serait bien de se partir un syndicat, c'est la justice distributive. Mais le jour où ils vivent un patron qui leur dit en pleine face, ben, je te veux demain matin, puis c'est ça, là, ça vient les chercher, puis il dit, toi, tu ne me feras pas ça. Tu sais, et donc là, c'est la justice relationnelle qui fait m'en partir un syndicat, puis m'appeler, puis je suis prêt à me battre, je suis prêt à perdre de l'argent pour en partir un. Ce qui fait qu'en médiation, ça me faisait rire, les médiateurs familiales en Belgique me disaient, des fois, j'ai des médiations où la personne, tout l'argent que coûte la médiation lui rapporte moins que ce qu'il va aller chercher de son ancien conjoint. Tu sais. Ah oui. Mais ils le font parce que je veux pas qu'elle aille rien ou qu'il aille rien. Bien, là, c'est pas une décision rationnelle, c'est une décision de sentiment d'injustice, puis je veux rétablir. Hein. Je suis la police du karma, c'est ça qu'on disait. Oui, la police du karma, la police du karma. Puis il y a une autre chose aussi qui était intéressante, c'est que l'idée que parfois, je peut-être me suis sentie traitée injustement, mais quand je comprends ton intention, quand je comprends l'intention de l'autre, quand je comprends l'intention du patron qui a donné par exemple, les patrons qui donnaient des dindes, ça, j'ai trouvé ça tellement drôle, il donnait des dindes à tout le monde à Noël. Pendant 12 ans, il a donné des dindes. Puis là, les gens étaient contents, il y avait leur dinde à Noël. Hein? Mais là, il a créé comme une attente. Mais une année, il n'a pas pu donner de dinde parce que, je ne sais pas, il n'y avait pas assez de dinde, je ne sais pas trop l'affaire. Là, les gens se sont rebellés, puis ils ont fait un grief parce qu'ils n'ont pas eu leur dinde. C'est quelque chose. Dans des cas comme ça, je dirais que des fois, ce qu'il faut travailler, c'est s'il y a une excellente relation avec les employés, il n'y en aura pas de grief. Tu sais. Comme les griefs, des fois, il y a des hôpitaux où il y a plus de griefs que d'autres. Pourtant, ils ont les mêmes conventions collectives, mais c'est que les gens sont prêts à aller à la guerre pour des virgules. Puis dans d'autres climats où il y a de l'huile sociale dans la machine, ben, on met de l'eau dans notre vin, tout le monde. Tu sais. Fait que l'injustice relationnelle, c'est celle-là qui met beaucoup qui demande de l'énergie et qui fait travailler les médiateurs d'une certaine façon. Oui, c'est sûr que ça le fait travailler. Ouais. Mais en même temps. L'intention, je veux dire, l'intention. C'est pas juste une question de fleurs bleues, calinours, c'est l'intention qui compte. C'est que si l'intention est bonne, tu as peut-être été injuste cette fois-ci, mais ton track record sur 1 an devrait être bon. C'est-à-dire que si ton intention est bonne, en général, tu vas être juste. Peut-être que moi, comme enseignant, j'enseigne à HEC, je peux dire, oups, celle-là, c'est vrai que j'avais dit ça, puis c'était pas ça. Mais si je m'excuse, puis je l'ai échappé, bien, même si la décision n'est pas juste, ils sont rassurés de savoir que je ne ferai pas ça la semaine prochaine, parce que j'ai sûrement compris. Là, évidemment, il faut que les choses changent, mais quand l'intention est bonne, je devrais avoir une bonne moyenne au bâton. Si l'intention n'est pas bonne, même une décision juste peut être perçue comme « Oh, qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Essaye-tu de nous enfirouaper de l'autre part? » Tu sais, là, il n'y a plus rien qui fonctionne quand la qualité de l'intention n'est pas là.
Ouais. Amende honorable, tu sais, quand on dit Ouais, faute avouée à demi pardonnée, c'est les vrai. gens, ils ne demandent pas à leur gestionnaire d'être parfait. Ils ne Non. demandent pas à leur conjoint, à leur collègue de travail d'être parfait. Hein? Puis ils peuvent accepter jusqu'à un certain point les maladresses. C'est ça, je pense que. Puis c'est Ouais, là ouais. où l'importance du dialogue, puis nous, qu'est-ce qu'on fait comme médiateur pour tenter de rétablir tout ça, là? Mhm. Ben, peut-être que le médiateur, sans le nommer comme ça, il clarifie les intentions des gens. Puis des fois, c'est que la personne avait, c'est pas qu'elle avait une bonne intention, mais elle n'avait pas de mauvaise intention. Et ça enlève toute l'huile sur le feu de je peux pas croire que sachant ça, il m'a dit ça. La personne, elle dit OK, moi, je pensais que tu voulais être informé, je pensais que c'était mieux de le dire que de l'apprendre par quelqu'un d'autre. Puis l'autre dit ben oui, mais il me l'annonce devant tout le monde. OK, mais ça, je ne le savais pas. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé, mais c'est pas ça. Mais là, je fais OK, l'intention, c'était pas ça, c'est moins pire. Oui, oui, tout à fait. Puis aussi, je t'amène sur une autre affaire, les commérages. Ouais. Les commérages, il y a une statistique qui dit que ça prend 65% des conversations au travail Mhm. et qu'elles ont leur utilité sociale. Puis Ouais. là, j'aimerais ça que tu me parles pourquoi c'est utile socialement. Ouais. Ben, Mais là, ouais, je sais que la plupart des gens disent non, c'est pas bon le commérage. C'est-à-dire, je dis pas qu'il faut le faire, mais je dis que ça va exister, puis ça existera toujours. Puis c'est pas mauvais en soi. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est, je vais vous donner un exemple de commérage. TripAdvisor, c'est un peu du commérage. Hey, je suis allé à tel hôtel, en tout cas, c'est ordinaire. Je suis allé à tel hôtel, hey, mon Dieu, je te jure, c'était super. C'est des conversations qu'on aurait sur un banc de parc ou à la coiffeuse. Ben, c'est utile, ces conversations-là. Parce que le jour que je dis, ah, tel hôtel, il charge cher, puis pourtant, le service, bon, ben, le mot se passe. Puis, à l'autre côté, le jeune couple qui s'est parti une petite pizzeria, c'est exceptionnel. Regarde, allez les encourager. Fait que ça fait circuler l'information quand c'est fait avec une bonne intention, mais moi, je pense que les gens n'ont pas d'intention. On fait du commérage parce que c'est le fun, mais derrière ça, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais c'est pour assurer un peu de faire circuler l'info dans la communauté sur à qui faire confiance, à qui pas faire confiance. Et donc, il y a un prix à payer. Si, par exemple, moi, à chaque fois que j'accueille un employé dans mon équipe, je fais une promesse, puis je dis, garde, si tu m'en donnes, là, mon ami, là, dans un an, tu vas avoir une promotion, puis que c'est pas vrai, ben, le mot va se passer, puis c'est tant mieux, parce que sinon, tout le monde va tomber dans le piège pendant 30 ans. Donc, les gens vont dire, ah, il t'a raconté l'affaire au bout d'un an, tu vas avoir une promotion. Puis tu n'as pas là-dessus. Donc, le patron à côté, qui lui est juste, ne fait pas des fausses promesses, il est content que le mot se passe, parce que souvent, les gens ne travaillaient pas dans son équipe, puis allaient dans l'autre, parce que l'autre promettait mer et monde. On va dire, bon, mais là, au moins, c'est fair, là, le mot s'est passé, puis il promet des choses qui n'existent pas, puis les gens vont aller mhm, dans mon équipe pour les bonnes raisons. Tu sais. Donc, les gens, sans l'apprécier, le commérage directement, il y a une fonction sociale assez utile. une fonction sociale utile. Puis en même temps, c'est drôle parce que nous, comme médiateurs, souvent, on va arriver, puis quand il y a des conflits entre les personnes, ben là, je veux qu'ils arrêtent de parler de moi, puis je veux qu'ils s'engagent à ne pas parler de moi, parce qu'ils parlent de moi négativement, Ouais, puis ils disent ouais, que je suis un ci, puis je suis un ça. Fait ouais, que, tu sais, à la fois, la fonction sociale, on la comprend très bien, méfie-toi de tel autre, mais des fois, c'est ça, là, que ça, il faut le ouais. gérer, parce que Ben, ça crée des affaires. puis je pose la question, mais d'après moi, si on dit là, il faut que tu arrêtes de parler de moi, ce que l'autre personne va comprendre, dire, OK, c'est parfait. À partir de maintenant, je vais parler de toi en disant au monde, mais dis pas que je t'ai dit ça. On n'est pas plus avant. Il faudra corriger la racine de l'injustice pour que ça ne se passe plus. Parce que sinon, ça va arriver pareil. Dis-le Oh pas que là je t'ai là, dit ça. Fait qu'on on est plus avancé. c'est drôle, c'est drôle. Euh, à la fin de ton livre, tu dis que la médiation, ben, là, tu donnes des trucs, ben, pas des trucs, mais des pistes Ouais, d'intervention quand on fait telle chose. Puis, tu pointes comme la médiation comme étant une procédure quand même valable pour rétablir le sentiment de justice. c'est clair, c'est clair. Tu sais, moi, je crois beaucoup au rôle. Moi, comment je le vois personnellement, c'est les avocats ils interviennent, qui ont un rôle fort utile quand il est trop tard, entre guillemets, dans certaines Oui. situations. Puis là, à un moment donné, l'autre ne veut pas collaborer, bien, il faut trancher. Mais idéalement, c'est pour ça que les médiateurs existent, on n'est pas toujours obligé d'être devant le tribunal. Puis des fois, on pourrait sortir du tribunal avec la bonne décision, mais avoir un goût amer quand même. Puis le but, c'est pas juste d'avoir une bonne décision légale puis de gagner sa cause, c'est j'ai pu être entendu, puis j'ai le sentiment de vivre dans une société juste. Fait que les médiateurs peuvent aider, je dirais, en prévention. Moi, où j'aide, je suis un peu entre les deux, mais où j'aide les entreprises, c'est plus en conception. Soyez juste dès le départ dans vos décisions. Oui. Pas que vous prenez une Oui. décision.
Mais on va en échapper. On fait des promotions, on donne des salaires. Ben, l'idée, c'est d'être le plus juste possible, puis qu'il n'y ait pas plein de problématiques, mais il va en avoir. Puis là, les médiateurs interviennent avant que ça aille trop loin. Et donc, les médiateurs, vous, êtes-vous juste, évidemment, dans votre propre rôle? Comme par exemple, est-ce que je m'assure de donner le temps de parole, d'expliquer les procédures, d'expliquer? Je pense en Europe, ils disaient, ben, si quelqu'un veut quitter la médiation, il a le droit. Mais ils ne veulent pas quitter, mais ils savent qu'ils peuvent la quitter, puis c'est rassurant de savoir qu'ils peuvent la quitter. Puis c'est ça les règles du jeu. Puis si tu veux qu'on l'arrête la rencontre parce que tu n'es plus à l'aise, puis tu penses que c'est trop, ben on peut arrêter la rencontre. Donc, on explique les règles et le traitement du médiateur qui crée un climat de bienveillance, etc. Oui, climat d'empathie. Oui, à la médiation, mais pas n'importe comment. Puis elle-même, la médiation, elle doit respecter elle-même les 3 types de justice. Ça, c'est très intéressant, puis je suis très d'accord avec ça. Mais j'ai envie de te dire, en même temps, des fois, quand ils nous appellent, les patrons puis les gestionnaires, il est comme un peu tard. Tu sais, là, quand ils appellent un médiateur externe, là, des fois, là, on aurait aimé ça qu'il soit plus juste et qu'il t'ait consulté avant. Tu sais. Oui, mais c'est clair. C'est pour ça que je là, travaille. on arrive, nous, puis on essaie de rétablir les affaires. Mais des fois, je dirais que, puis là, je ne sais pas si c'est dans votre rôle, mais pour moi, quand ça fait 8 médiations que tu fais dans la même entreprise, c'est de dire on peut éteindre les feux, mais c'est peut-être pas la faute du gestionnaire. Le système de promotion ici, puis c'est la façon que c'est fait, il est pris avec ça. Ça va toujours créer ça. Où on aurait un arbitre sportif, puis l'arbitre, il se fait dire par les dirigeants de la Ligue qu'en série éliminatoire, là, il y a certaines pénalités qu'on n'appelle plus. Mais là, lui, il va se faire huer tout le temps, mais il joue dans un système où on demande d'être injuste à la limite. Donc, il faut y aller. Moi, où je travaille, c'est plus systémique, c'est éviter que ça arrive, mais ça va arriver. Les médiateurs, il faut qu'ils fassent une éducation de. C'est pour ça que les formes de justice, c'est aussi d'expliquer à M. Gérard, là, puis lui dire Gérard, c'est pas la décision que tu as prise que la personne conteste, c'est la façon dont c'est arrivé. On va dire, ouais, puis que ça change, c'était la bonne décision. Oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là, on fait de l'éducation aussi à travers c'est quoi être juste. Donc là, vous lui donnerez une copie du livre ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment. Ah, ben ça, c'est sûr que je le recommande chaleureusement. Ça, c'est certain. Parce que moi, j'ai rien inventé dans ce livre-là, puis que j'ai écrit avec Marie-Claude Godet, qui était la première avec qui j'ai travaillé avec les médiateurs en Europe, puis un collègue en France, Christopher. Et on a vulgarisé toute la science là-dessus, qui est assez complexe et fascinante, mais ça existe déjà, puis c'est très validé scientifiquement. Mais j'ai toujours la croyance que si on demande à un gestionnaire, veux-tu aller dans une salle pour une formation sur être juste ou être inspirant? Ah, être inspirant, c'est tellement nourrissant pour l'ego, mais être juste, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a beaucoup de gains à faire là-dessus. Là. C'est là que ça se passe. C'est un grand prédicteur de rétention, c'est un grand prédicteur de mobilisation, puis de qualité de climat de travail. Mais il est comme un peu plus austère à approcher au début parce qu'on a l'image des tribunaux et tout ça. Oui, oui. Puis pas ton discours, mais ce discours de justice en entreprise, est-ce qu'il y a plus d'écho comme au Québec ou en Europe? C'est pas tout à fait la même façon de voir la gestion des ressources humaines. Oui. Ben, le modèle, il est universel, selon moi. Oui. Mais il y a des affaires qui vont être plus importantes pour certaines personnes, certaines cultures. Il y a des cultures aussi de milieux qui vont dire, moi, c'est la justice distributive, c'est la pièce de plus que je veux. D'autres qui vont dire, non, non, c'est la qualité de l'intention. Sonia Benezra dirait, moi, c'est l'intention qui compte. Donc, il y a des différences culturelles, personnelles, mais c'est tout le temps les mêmes éléments. Je dirais que c'est un peu par accident, mais bizarrement, je travaille plus en Europe sur ce sujet-là qu'au Québec, mais c'est un peu parce que ça se passe comme ça. Mais je dirais que s'il y a un intérêt, mais il n'y en a pas un, il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent le matin en googlant sentiment d'injustice. Ils vont taper engagement, leadership, gestion de conflit. Mais quand on amène le sujet aux gens, c'est souvent je ne vais pas dire une révélation, mais c'est simple dans le fond. C'est ça que les gens disent. C'est assez simple, mais on n'aurait pas pu le mapper comme ça. Là, quand on le voit, on se dit, ça explique tellement d'affaires. C'est une lunette. Tellement de choses. Oui, c'est ça. Fait que je dirais que les gens qui n'entendent parler, ça connecte avec beaucoup d'idées là, en organisation, mais ça dépasse les entreprises. C'est vraiment la collectivité, là, la société, les classes sociales, c'est tous des débats sur c'est juste ou c'est pas juste. Là, Eh bien, écoute, c'est véritablement très passionnant. Donc, il est midi 23.
Peut-être juste une petite dernière question, puis on va arrêter Ouais. ici pour te laisser du temps et puis laisser les gens poser des questions. Est-ce que la pandémie a créé, en tout cas, tellement déstabilisé les gens, il y a eu du stress, il y a eu les employeurs avaient tellement de paramètres à gérer. Puis Exactement ça. Ben, je dirais qu'il y avait beaucoup de paramètres à gérer. Fait que quand on bouge des paramètres, ça éveille des potentiels sentiments d'injustice. Un qui en a créé un solide pour les gens qui nous écoutent du Canada, c'est la PCU. Et on n'en parlera pas pendant 1 heure, mais on peut être plus payé à ne pas travailler qu'à aller travailler. En termes de design, de pratique, si Justin Trudeau m'avait appelé, j'aurais dit c'est correct de soutenir, mais il faut qu'il y ait un incitatif à l'effort parce que sinon, c'est vécu comme une injustice pour ceux qui continuent ou sinon, explique la durée puis explique les modalités parce que là, c'était mal monté. Tu sais. Mais sinon, à l'intérieur des entreprises, qui est rappelé, qui n'est pas rappelé, même des entreprises bienveillantes, on dit ceux qui ne peuvent pas venir, on les paye, mais ceux qui y allaient étaient frustrés de dire moi, je me démène, je fais 50 heures puis j'ai le même salaire. C'était compliqué, mais fait que ça a éveillé beaucoup de choses. Mais toute chose égale, ça ne l'a pas tant augmenté ou diminué, ça a plus exacerbé des tendances qui étaient déjà là. Parce que si tu as une bonne justice relationnelle, les erreurs en pandémie, les erreurs distributives ou procédurales, on dit qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, notre boss? Là? Il m'a appelé en premier parce qu'il me connaît. Les gens pardonnaient beaucoup s'il y avait un bon climat relationnel, mais sinon, ils disaient là, c'est mon occasion, je peux l'avoir la PCU, boss, bye bye. Tu sais. C'est ça. Fait qu'il y avait un prix à payer, disons, à ne pas être juste avant la pandémie. Ouais. Je veux juste dire pour ceux qui vont réécouter le webinaire, là, puis qui sont peut-être de l'Europe, la PCU, c'était la prestation canadienne d'urgence. Canadienne d'urgence que les gens pouvaient avoir sans aller travailler, puis les travailleurs. Donc, prestation canadienne d'urgence. Et oui, ça crée beaucoup de choses. Alors, écoute, Jean-François, toi, tu es consultant organisationnel, tu es professeur, tu es conférencier. Donc, si les gens ils veulent te rencontrer, ils ont juste à googler Jean-François sur LinkedIn. Mettez sur LinkedIn ou mon nom. Tu es sur LinkedIn, puis ils vont pouvoir entrer en contact avec toi. Écoute, puis moi, je recommande encore le livre, là, Le sentiment d'injustice en entreprise, un merveilleux petit livre, mais tellement riche. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Et puis, je te souhaite évidemment bon succès pour cette justice partout où ce que tu vas aller. Merci. Merci beaucoup.